Le sergent de l'armée britannique Norman Midgley devait penser qu'il avait tout vu en avril 1945. Même avant le début de la guerre, il avait déjà vu sa part du meilleur comme du pire de l'humanité, dans son métier de photographe de presse pour le journal Daily Express, basé à Manchester, en Angleterre. Lorsque la guerre a commencé, l'armée britannique avait donc une mission précise pour lui, compte tenu de son expérience et de son expertise. En tant que membre de l'unité de cinéma et de photographie de l'armée, c'était son travail de documenter en images les événements vécus par les forces britanniques et du Commonwealth dans la lutte contre l'Axe. Lui et ses compatriotes étaient intégrés aux unités de combat britanniques en première ligne, un rôle aussi dangereux que celui des autres soldats sur le champ de bataille. Et en fait, statistiquement, c'était même encore plus dangereux, puisque l'unité de Midgley à elle seule a subi un taux de perte effroyable d'un soldat sur 4. Au moment où il se rendait en jeep vers un endroit isolé, tenu par la 11e division blindée britannique dans le nord de l'Allemagne, au sud-ouest de la ville de Bergen, le 18 avril 1945, une grande partie des combats avait déjà commencé à s'apaiser. Et à la place, il s'est retrouvé avec une nouvelle mission, enregistrer les preuves des crimes nazis. À cet égard, on lui a dit qu'on l'emmenait voir quelque chose de particulièrement horrible et inhumain. Le camp de concentration de Bergen-Belsen, initialement utilisé pour détenir des prisonniers de guerre soviétiques, après l'invasion de l'Union soviétique par Hitler à la mi-1941, a ensuite été agrandi pour accueillir toutes les personnes dites indésirables, dans l'esprit nazi motivé par l'eugénisme. La surpopulation, le manque de nourriture et la mauvaise hygiène ont entraîné des épidémies de typhus, de tuberculose, de fièvre typhoïde et de dysenterie parmi les personnes emprisonnées là-bas. Ça, c'était une chose. Mais comme Midgley allait bientôt le découvrir, la seule chose pire que la mort, due à la négligence de ceux chargés de les garder prisonniers, était la brutalité et la violence délibérée de leurs gardiens. En photographiant les scènes d'horreur, il fut ensuite amené auprès d'un Allemand capturé par les troupes britanniques. C'était Hauptsturmführer Josef Kramer, l'ancien commandant du camp. Dans une lettre écrite peu après cette rencontre, Midgley a décrit l'homme ayant supervisé une telle souffrance organisée. Citation: « Lorsque nos troupes sont arrivées au camp, il les a accueillis, resplendissant dans son uniforme, plein d'arrogance. Le commandant ressemblait à un vrai voyou. Ses pieds étaient entravés pour empêcher sa fuite. Il sera sûrement jugé comme criminel de guerre. » Fin de citation, et il a bien été jugé car Midgley, à cette époque, n'aurait pu avoir qu'une idée fugace de la carrière de l'homme dont l'histoire se souviendrait comme de la bête de Belsen. Dans cet épisode, nous allons mettre en lumière l'histoire et les crimes de Kramer et de ses subordonnés sous son commandement. Bienvenue à Wars of the World. L'homme, qui allait être connu comme la bête de Belsen, venait d'un milieu relativement modeste. Né le 10 novembre 1906 à Munich, il était l'unique enfant de Theodor et Maria Kramer, une famille de classe moyenne qui suivait avec ferveur la foi catholique romaine. Lorsqu'il avait 9 ans, sa famille a déménagé à Augsbourg où le jeune Joseph allait fréquenter l'école avant de commencer un apprentissage à l'âge de 14 ans pour devenir électricien, une carrière lucrative à l'époque. Pourtant, malgré cela, Kramer s'est retrouvé en grande partie sans emploi pendant la majeure partie des années 20, à l'exception de ses brèves périodes en tant que comptable et employé dans un grand magasin. En 1931, Kramer s'est laissé séduire par l'attrait d'Adolf Hitler et de son mouvement nazi et il s'est rapidement inscrit pour devenir membre du parti. L'année suivante, il est allé encore plus loin et a rejoint la SS qui, en plus d'assurer la protection du chef du parti, prenait rapidement de l'importance en tant qu'incarnation de l'idéologie nazie. En 1934, il a été réaffecté à une nouvelle branche en pleine expansion de la SS qui serait chargée de l'internement de ceux qui s'opposaient au régime d'Hitler. Après sa nomination au poste de chancelier allemand en 1933, une fois admis à ses nouvelles fonctions, il a été affecté à Dachau, un lieu dont le nom allait devenir le symbole de ce que l'histoire retiendrait comme les camps de concentration, établis le 10 mars 1933 seulement 5 semaines après l'arrivée au pouvoir de Hitler. Dachau a servi de prototype pour les camps qui allaient lui suivre.
Et Kramer allait se montrer plus qu'enthousiaste dans l'exécution de ses fonctions, ce qui impressionna ses supérieurs. Ainsi, au milieu des années 1930, il gravit rapidement les échelons, connaissant une ascension fulgurante au sein du service. Et il ne tarda pas à être associé à certains des membres les plus influents de la SS. Après la capture de la Pologne, en 1939, Hitler ordonna que les dirigeants polonais, les intellectuels et bien sûr les indésirables comme les juifs soient mis en quarantaine, séparés du reste de la population. Par conséquent, il fut décidé d'établir un camp de concentration pour les héberger dans les régions polonaises nouvellement annexées de Haute-Silésie. Et la tâche de trouver un emplacement approprié revint à l'officier SS Rudolf Höss, qui emmena avec lui un assistant, Joseph Kramer. Ensemble, les deux hommes et leur entourage ont parcouru la région avant de choisir d'anciennes casernes de l'armée polonaise qui avaient été construites à l'époque de l'Empire austro-hongrois. Son nom polonais était Ostwiemszim, le nom allemand qui lui fut donné était Auschwitz. Kramer, cependant, se retrouverait affecté à un autre camp important alors que la construction d'Auschwitz commençait. Le camp de Natzweiler-Struthof avait la particularité d'être le seul camp de concentration établi à l'intérieur des frontières de la France d'avant-guerre. Et il a été établi le 1er mai 1941 près de Natzweiler dans la vallée de Brucher. La région était idéale, étant isolée de la population française principale par une forêt dense, et elle était située près d'une carrière où les prisonniers pouvaient être forcés de travailler. Kramer a été nommé commandant en avril 1941 et a supervisé son fonctionnement principalement comme camp de travail et de transit, et au départ, il était axé sur l'hébergement. Les membres de ce que Hitler appelait les groupes Nacht, Nebel ou Nuit et Brouillard. Toute personne s'opposant activement à la domination et à l'idéologie allemande dans les territoires occupés ou ne correspondant pas à l'image idéale du monde nazi. Finalement, bien sûr, ce rôle a commencé à s'élargir, et il est vite devenu une politique de simplement faire travailler les prisonniers jusqu'à la mort sur place, plutôt que de les envoyer dans des camps d'extermination dédiés. Une chambre à gaz a été installée dans le camp, mais elle servait à tuer sélectivement ceux trop malades ou blessés pour travailler, et non pour l'extermination massive des Juifs et d'autres. C'est pendant que Kramer était basé là-bas que l'anatomiste Auguste Hirt a fait une proposition à Kramer. Travaillant à prouver la supériorité des peuples germaniques purs sur les peuples inférieurs comme les Juifs. Hirt a proposé de créer une collection de 87 crânes juifs pour, du moins dans son esprit tordu, prouver l'infériorité des Juifs uniquement par la forme de leur crâne. Kramer était plus qu'heureux de s'exécuter, et 87 hommes et femmes furent sélectionnés pour faire partie de cette exposition horrible. Avec une équipe de tournage documentaire réunie pour enregistrer tout le processus, beaucoup des personnes sélectionnées furent transportées dans le camp spécifiquement pour ce projet cruel. Au final, 86 furent gazés sur ordre de Kramer, tandis que le 87e dut être abattu car il s'est tellement débattu contre son gardien pour ne pas être gazé qu'il n'avait pas d'autre choix. Son engagement envers ce qui allait devenir la solution finale valut à Kramer une promotion au rang de Hauptsturmführer, c'est-à-dire capitaine dans la SS. Et en mai 1944, il fut transféré à Auschwitz II. Birkenau, la principale installation d'extermination dans l'immense complexe de détention et de misère qu'il avait contribué à établir. En tant que commandant de Birkenau, Kramer aurait pris plaisir à son rôle de Lagerführer ou commandant du camp responsable des opérations. Ces opérations consistaient, bien sûr, en l'assassinat à l'échelle industrielle de toute personne ne correspondant pas aux critères de l'idéologie nazie pour être véritablement humaine. Les survivants et le personnel du camp ont ensuite témoigné que Kramer participait activement au processus de sélection, parmi ceux qui seraient envoyés travailler et ceux qui seraient immédiatement gazés. Les nouveaux arrivants étaient forcés de se mettre en rang et il procédait à une inspection des plus sommaires avant de décider qui vivrait et qui mourrait. La compassion était inexistante dans le monde de Kramer et il exigeait la même cruauté de la part de ses subordonnés lorsqu'ils avaient affaire à des personnes considérées comme moins qu'humaines. Le docteur Franz Lucas a témoigné qu'il avait essayé d'échapper aux tâches que lui confiait Kramer en simulant des troubles gastriques et intestinaux. La ruse n'a pas fonctionné avec le commandant du camp qui a pris Lucas, à part un jour après qu'il a essayé d'échapper au tri d'un groupe de prisonniers hongrois et l'a averti « Je sais que vous faites l'objet d'une enquête pour avoir favorisé des prisonniers. Je vous ordonne maintenant d'aller sur la rampe et si vous refusez d'obéir à un ordre, je vous ferai arrêter sur le champ. » Fin de citation. La discipline face à la désobéissance de son personnel et des personnes sous sa garde était appliquée avec rigueur, comme il le confirmera plus tard.
La punition corporelle était toujours une option, et il avait une manière particulièrement cruelle de l'administrer, non seulement pour ajouter de la honte à la victime, mais aussi pour dissuader davantage les autres. Pour reprendre ses propres mots pervers, il a dit, je cite, « Je dirais que j'ai obtenu la permission d'appliquer la punition corporelle environ 35 à 40 fois. » Le prisonnier devait se pencher sur une table, la punition étant infligée par d'autres détenus. Fin de citation, mais pour ceux qui n'avaient rien à perdre, cela ne suffisait parfois pas. La discipline sévère de Kramer suffisait à contenir le désir inné de vivre, comme ce qui s'est passé le 7 octobre 1944. Kramer a de nouveau raconté, je cite, « Il y a eu une sorte de révolte et des gens ont essayé de s'échapper et de mettre le feu au crématoire, numéros 1 et 3. À ce moment-là, j'étais chez moi, à environ 3 km de là, et je ne pouvais pas croire que c'était vrai. J'ai entendu dire que toutes les troupes disponibles à Auschwitz numéro 1 avaient été transportées en camion à Birkenau, les pompiers étant aussi en route. Quand je suis arrivé près du crématorium numéro 3, j'ai vu qu'il était déjà complètement brûlé. À ma connaissance, aucun des prisonniers n'a réussi à s'échapper. Mais au moment où je suis arrivé, les meneurs de la mutinerie avaient été abattus et gisaient au sol. » Fin de citation. Pendant son séjour au camp, il a été rejoint par une autre figure tristement célèbre de l'histoire des camps de concentration, celle d'Irma Greiser. Greiser était tout aussi sadique que Kramer, peut-être même plus, ses traits juvéniles et enfantins contrastant fortement avec les récits de sa cruauté. Cela impliquait la torture physique, psychologique et même sexuelle d'environ 30 000 femmes prisonnières sous son contrôle. Comme Kramer, elle participait activement au processus de sélection de celles destinées à la chambre à gaz. Et tout cela de la part de quelqu'un qui avait à peine 20 ans. En 1944, lorsque Kramer est arrivé, le temps passé par Kramer à Auschwitz de Birkenau fut relativement court, compte tenu de sa durée à Natzweiler-Struthof. À la fin du mois de novembre 1944, il a été informé qu'il serait transféré au camp de Bergen-Belsen, où il remplacerait Adolf Haas en tant que commandant. Belsen fut une expérience différente de ses précédents commandements et, en fait, il ne serait même pas désigné comme camp de concentration par l'Office central économique de l'administration SS avant qu'il ne remplace Haas. Situé en Basse-Saxe, dans le nord de l'Allemagne, les fondations du camp furent établies à l'automne 1940, construits pour servir de zone de détention pour le nombre attendu de prisonniers de guerre qu'Hitler pensait capturer après le début de son invasion de l'Union soviétique. Ce ne sera que le 7 juillet 1943 que le premier transport de prisonniers juifs en provenance de Pologne arrivera au Sonderlager, ou ce qu'on appelait le camp spécial. Ceux-ci furent rejoints en août 1943 par des juifs provenant de pays neutres pendant la guerre, mais qui se trouvaient tout de même dans ce qu'on appelait le Neutralenlager ou camp neutre. Les prisonniers ici venaient de pays comme l'Espagne, le Portugal et la Turquie, et certains venaient même d'aussi loin que l'Argentine. En octobre 1943, les prisonniers étaient sélectionnés pour être transférés à Auschwitz, où leur sort final les attendait. Il est devenu tellement imbriqué dans la machine de meurtre industriel du Troisième Reich qu'en février 1944, le camp n'abritait plus de prisonniers de guerre non juifs, étant désormais entièrement dédié à l'extermination du peuple juif. Selon le correspondant de guerre américain William Fry, qui est entré à Belsen peu après sa prise et a interrogé d'anciens prisonniers sur place, je cite, « À Belsen, le prédécesseur de Kramer, aussi membre de la SS, était attentionné. Les prisonniers mangeaient à leur faim, recevaient des soins médicaux et étaient traités humainement. La cruauté a commencé avec l'arrivée de Kramer il y a 5 mois. Il a instauré l'affamement comme punition et en a fait une habitude. Il prenait plaisir à l'abjecte saleté, avec une convoitise lascive pour la dégradation et la mort qu'est devenue Belsen. J'ai entendu dire que parfois, des hommes affamés à Belsen observaient les mourants d'un œil affamé. Et dès qu'ils étaient de mort, ils leur arrachèrent le cœur, le foie et les reins, et les dévoraient pour soutenir leur propre vie qui s'éteignait. Un homme surpris en acte de cannibalisme par la SS fut forcé de s'agenouiller publiquement, tenant dans ses dents l'oreille d'un cadavre toute la journée. » Fin de citation. Il est difficile de dire à quel point Haas avait été gentil et attentionné avant l'arrivée de Kramer. Il se peut simplement qu'il n'ait pas eu la même joie malveillante que Kramer dans son travail. Chiffres sur les décès avant et après que Kramer ait pris le commandement du camp le 2 décembre 1944. Il laisse clairement entendre que, même sans disposer de chambres à gaz, il a réussi à apporter la mort et la misère à la population du camp, qui était en train de gonfler en raison d'un afflux de prisonniers provenant d'autres camps.
lesquels étaient fermés à mesure que la guerre se rapprochait de l'Allemagne. Au cours du premier mois de son mandat, 360 personnes sont mortes à Belsen. Ce chiffre a presque quadruplé le mois suivant, et il n'a cessé d'augmenter durant les derniers mois de la guerre. Peut-être anticipait-il qu'il aurait à répondre de ces crimes. Le 1er mars 1945, il a rédigé un rapport demandant de l'aide et des ressources. Il y déclarait que sur les 42 000 détenus de son camp, 250 à 300 mouraient chaque jour du typhus. Il a averti qu'avec le nombre croissant de personnes sous sa garde, le bilan augmenterait. Certains ont soupçonné que ce rapport était pour lui une façon de préparer sa défense lors de son procès inévitable après la fin de la guerre, espérant justifier les décès en les attribuant à la maladie. Bien qu'il soit vrai que la maladie faisait rage dans le camp, comme dans tous les camps de concentration, ces chiffres ignorent le nombre de personnes mortes à cause de son programme d'affamement et de violence. Ce mois-là seulement, lorsqu'il a rédigé son rapport macabre, plus de 18 000 personnes étaient mortes à Belsen. Irma Greiser a également été transférée à Belsen ce mois-là. Il semblait qu'il n'était pas sûr pour une femme nazie de rester à Auschwitz alors que les soviétiques se rapprochaient. La cruauté de Greiser envers les détenus, selon les témoignages, si l'on peut y croire, serait devenue encore pire dans l'environnement que Kramer avait instauré à Belsen. Elle forçait les prisonniers à rester debout ou à genoux dans la neige, la glace ou la pluie durant des heures, parfois avec de lourdes pierres au-dessus de la tête. Si quelqu'un échouait à cette tâche, elle frappait le prisonnier avec une matraque en caoutchouc jusqu'à l'évanouissement. Dans l'un de ces incidents les plus notoires, elle a tendu un piège aux prisonniers affamés en laissant traîner des épluchures de pommes de terre. 2 sœurs, consumées par une faim insatiable, ont essayé de les manger, mais Greiser est apparu et les a punies en cognant violemment leurs têtes l'une contre l'autre. Cet incident est d'autant plus cruel qu'il s'est produit quelques heures avant l'arrivée des troupes britanniques. De son propre aveu, Kramer a passé la fin du mois de mars à détruire les registres méticuleux qui avaient été tenus au camp. Après avoir appris qu'étant donné la situation militaire actuelle et la taille de la population dont il était désormais responsable à Bergen-Belsen, il était impossible de les évacuer à l'approche du front. Compte tenu de ce que l'histoire sait sur eux, on peut seulement imaginer quelles autres horreurs ces documents renfermaient. Le 12 avril 1945, alors que la 11e division blindée britannique approchait, 2 émissaires de l'armée allemande furent envoyés sous drapeau blanc pour négocier avec les forces britanniques. Ils ont informé les Britanniques que la Wehrmacht, et non plus la SS, dirigeait désormais le camp, et que leur principale responsabilité était de contenir une épidémie de typhus qui ravageait la population du camp. Pendant ces négociations, les émissaires de l'armée allemande ont indiqué être prêts à arrêter le personnel administratif de la SS et à le leur remettre. Un officier britannique présent lors des négociations a noté qu'il semblait presque impatient de le faire. Avec l'autorisation du chef de la SS, Heinrich Himmler, Kramer s'est préparé à remettre son camp. Le capitaine britannique Dick Williams a été invité à inspecter l'installation et à rencontrer Kramer avant l'arrivée de le gros de la 11e division blindée. À son retour, l'officier, visiblement bouleversé, a exigé qu'un effort immédiat soit fait pour fournir autant de nourriture et d'aide médicale que possible, car cela allait être nécessaire. La 11e division blindée est entrée le 15 et l'ampleur des horreurs qui s'y sont déroulées a commencé à être répertoriée. Un officier de l'armée britannique a ensuite témoigné qu'une des baraques pour femmes avait de la place pour 83 soldats selon les normes de l'armée britannique de l'époque. Et pourtant, lui et ses hommes ont retiré 1426 femmes de ce même espace, les mortes étant parfois impossibles à distinguer des vivantes. Ainsi, il n'est pas surprenant que les troupes britanniques aient été choquées et horrifiées de découvrir une jeune fille qu'elles pensaient morte. Elle a commencé à faire de très petits mouvements après avoir été placée parmi un groupe de corps destinés à la crémation. Elle était tellement affaiblie à ce moment-là qu'elle était littéralement entre la vie et la mort. Cela les a également laissés avec cette terrible question, est-ce que certains de ceux qui avaient déjà été incinérés étaient encore en vie ? Rien que dans une partie du camp, jusqu'à 10 000 personnes étaient entassées dans un espace sans une seule toilette fonctionnelle. Dans un dernier rebondissement cruel de l'histoire de l'homme surnommé la bête de Belsen, les décès ont persisté des semaines après la libération malgré les efforts des libérateurs. Entre l'entrée des Britanniques dans le camp et la fin juin 1945, jusqu'à 14 000 anciens détenus ont péri. Comme ils étaient tout simplement au-delà de toute aide possible, pour aider à l'effort d'inhumation des corps, les anciens gardiens, qui étaient désormais eux-mêmes prisonniers des Alliés,
furent mis au travail. Comme l'a expliqué William Fry, je cite, « J'ai vu des hommes et des femmes de la SS, autrefois les gardiens tortionnaires et brutaux de ce purgatoire inimaginable, être mis au travail, transportant sur des camions les corps de leurs victimes. Je les ai vus près des fosses, déchargeant ces carcasses humaines, les traînant dans le sable et les jetant dans un grand trou à moitié rempli de morts. J'ai vu ces morts depuis longtemps, bien au-delà du stade de la rigidité cadavérique, tomber mollement dans la vaste fosse commune qui cachait à jamais leur anonymat. » Fin de citation. Kramer et 44 autres, dont Irma Greiser, furent rapidement jugés, inculpés selon les procédures juridiques des militaires britanniques. Le procès eut lieu à Lüneburg, à environ 65 km du camp, et se déroula entre le 17 septembre et le 17 novembre. Le procès ne fut pas sans controverse, car les officiers britanniques qui le présidaient ont rompu avec la tradition. L'autorisation de lire devant le tribunal des déclarations sous serment comme preuve, au lieu de faire témoigner les témoins à la barre, a été controversée car la défense ne pouvait pas les contre-interroger, mais les tribunaux britanniques ont jugé cela nécessaire. Comme beaucoup de ceux qui avaient été libérés du camp le 15 avril n'étaient plus en Allemagne, ou dans de nombreux cas étaient décédés des suites de leur mauvais traitement, Kramer fut reconnu coupable et il ne pouvait y avoir qu'une seule peine pour de tels crimes odieux. Le 11 décembre 1945, un avion atterrit à Buckerberg en provenance de Grande-Bretagne avec un passager spécial à son bord. Un certain Albert Pierrepointe, que l'histoire retient aujourd'hui comme le dernier bourreau de Grande-Bretagne. Assisté par l'adjudant-chef Richard O'Neill, il commença à préparer l'exécution de Kramer, construisant une potence à la prison de Hamelin le 13 décembre, un nœud coulant au bout d'une corde adapté exactement aux spécifications de Pierrepointe pour la taille et le poids de Kramer fut placé autour de son cou. Lorsque Pierrepointe actionna le levier, la trappe sous Kramer s'ouvrit, le nœud coulant se resserra et la bête de Bilson n'était plus. Il fut l'un des 13 exécutés par Pierrepointe ce jour-là.